Hello! Salut tout le monde. Comment ça va? Comment ça va en ce mardi matin? Attendez, hein, je suis un peu noir là. Voilà, c'est un peu mieux. Hop, voilà. Bon, vous allez bien ou quoi? Ouais, tranquille. Alors attendez que je vous lise un petit peu. Hop. Qui est avec nous ce matin? Salut Angel, salut Célia Delaunay. Célia, comment ça va? Célia Delaunay. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu toi. Enfin, je crois. Dans mes souvenirs, j'avais fait 2 ou 3 lives argent où j'avais parlé un peu donations, etc. Et tu n'étais pas là, Célia. Donc, re-bienvenue à toi. Salut Maza. Je vais dire Maza maintenant, hein. Yeah, Jus, merci Jus. Merci beaucoup. Merci Jus. Salut Caro, Lolita, Marie. Ah, nous. Oh, Carabine Curly est là. Première fois sur le chat pour Malion. Malion. Malion Blabla. Salut Malion Blabla. Eh, merci Véro. Merci beaucoup Véro. Oh bah ça y est, ça y est, ça arrive là. Salut, salut. J'ai fait un saut quand t'as fait Hello. Ah ouais, faut se préparer, hein, faut se préparer. Tu passes de la musique piano à quelqu'un qui parle avec une grosse voix grave. Ah, je suis d'accord que ça peut faire peur. Salut Lilou. Et salut Marie. Et salut Alice. Aksubu. Bon bah moi ça va très bien. Donc là on est en petite minorité. Attendez, j'ai un petit truc à faire là. Voilà. En petit groupe ce matin. On va voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Hein, mais ce matin, un gros programme. Alors, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi, avec vous tous ensemble là. Parce que... hop, je agrandis un peu le chat parce que je l'avais mis plus petit pour le live. Pour le petit live jeu de société, j'avais mis le chat en plus petit, mais là, on peut le mettre un peu plus gros, on a la place, voilà, ça cannibalise pas l'écran, on est bien, voilà. Donc là, j'espère que vous êtes prêts parce que j'ai prévu de parler de beaucoup de choses. Alors j'espère que je vais m'y tenir. Et je vais tenter de m'y tenir. Il faut que je regarde mon heure, 10h02, on va pas trop blablater, on est déjà 48. Ah bah, ça fait plaisir, voilà, moi c'est parti, on y va. Si vous voyez que je parle trop pour rien dire, vous m'arrêtez, hein. Lolita qui dit c'est le titre épargner son risque à 2,2% qui m'a appâté. Lolita, merci, je suis bien content de réussir à t'appâter, hein, écoute, hein. Même si je pensais que peu importe ce qu'on racontait, tu venais quand même, mais non, tu deviens difficile apparemment. Merci ma Ponticelli. Je te dis avec l'accent, t'as vu, ma Ponticelli. J'ai dit l'accent corse ou l'accent italien, je ne sais pas, tu choisis. Alors que si ça se trouve, c'est juste ma Ponticelli. Voilà. Ah, ok, on y va. On y va. Ok. Ce live tombe à pic, nous avons dû clôturer notre PEL à 2,5% avec mon copain. Bah écoute, Pretty Gordy, hein, voilà. Effectivement, ce live tombe à pic. Nous voulons ouvrir un autre livret, mais impossible de trouver plus de 1% selon notre conseillère. Bah écoute, Pretty Gordy, je vais te conseiller déjà la première chose à faire, d'écouter ta conseillère bancaire dans le sens où elle sait, entre guillemets, un peu de ce qu'elle parle, parce qu'elle a fait des études pour travailler dans les banques. Tu ne deviens pas conseiller bancaire en claquant des doigts. Donc ta conseillère, Gordy, votre conseillère, elle a quand même du niveau. Mais par contre, tu peux trouver des choses qui te permettent d'avoir plus de 1%. Notamment si tu passes par l'assurance vie, bien évidemment. Ça, on en reparlera. Et je vais vous parler là, apparemment, en 2022, il va y avoir un livret sans risque. Et dans les tuyaux, il pourrait être à 2%, voire 2,2%. Donc dans le titre du live, là, j'ai mis 2,2% pour appâter le chaland, hein, pour lancer l'hameçon comme ça. Est-ce que vraiment on aura ce taux-là? On va voir, c'est des bruits de couloir et je vais vous dire quel est ce fameux livret. On va voir ça aujourd'hui. On va parler du SMIC, de l'augmentation du SMIC. On va parler aussi, alors attendez, je regarde mes notes. Il y aura des questions assurance vie, bien évidemment. Il y aura aussi des petites questions forex, dollars. Il y aura aussi questions intéressantes sur les frais bancaires, le paiement par carte et les commerçants qui refusent encore la carte bleue. On va voir ça. Et plein d'autres choses. Mais je pense que
pourrais pas tout faire aujourd'hui. Voilà, je m'étais noté plein d'autres petits trucs. Je voulais vous parler d'une banque en ligne qui a volé ses clients. On va parler des banques qui ne sont pas françaises, peut-être. Si on a le temps, on parlera aussi de l'augmentation des prix depuis que l'euro est arrivé dans nos foyers en 2000. Rappelez-vous, c'était en 2000. Certains n'étaient pas nés ou certains sont nés en 2000. Parmi vous, peut-être, le coup de vieux. Il y en a qui n'ont pas connu le franc. Bon, est-ce que l'euro a vraiment augmenté nos vies voilà, bref, vous avez compris. Augmenter les prix. On va parler de tout ça ou pas, on verra, hein, il y aura peut-être que la moitié. Hein. Merci encore pour l'abonnement, mais qui s'abonne en masse, là, le train est parti, ça fait plaisir quand vous vous abonnez, vous réabonnez. Merci beaucoup, j'ai vu qu'on était beaucoup plus d'abonnés qu'avant, et ça c'est cool, franchement, merci beaucoup, ça veut dire que ça vous plaît, que vous passez des bons moments, on est 218 abonnés, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Merci beaucoup. On n'a jamais eu autant d'abonnés. Donc ça nous fait très plaisir. Hein, nous, on est très transparent avec vous. Hein, vous savez que les abonnements nous rapportent la moitié. Hein, nous, c'est la moitié pour nous, l'autre moitié pour Twitch. Et les abonnements Prime, on est rémunéré plus ou moins $2, je crois. C'est en dollars. Après, il faut faire votre conversion. Du coup, on ne sait jamais vraiment combien on va avoir. Lolita, elle dit les live argent, j'en ai regardé beaucoup maintenant, ça dépend de ce qui m'intéresse. Ben ouais, Lolita, ça va t'intéresser. Là. C'est sûrement mon dernier live du mardi, j'aurai une nouvelle activité. Ok, Marie. Ok, mais t'inquiète pas, Marie, t'auras toujours les replays. Juste, c'est bon, t'as le badge abonné qui est là. Merci Auréal, vous avez vu ce beau pseudo là Aurélie, Auréal, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci beaucoup. Alors c'est parti. C'est l'effet Mavachou qui a fait les abonnements, tu penses ? Ah, tu crois que les gens s'abonnent pour regarder les replays Mavachou ? Ah, peut-être, t'as raison. Effectivement, Curly, t'as peut-être raison, c'est peut-être ça, malheureusement. Et ensuite, voilà, c'est l'appât du triste, on va dire. Alors, Marie nous dit, tu sais qu'en réalité, tu peux arriver en établissement bancaire sans aucune connaissance, tu commences à l'accueil et tu grimpes petit à petit. Je suis d'accord avec toi, Marie, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une licence banque, assurance ou un master banque, assurance et tout ça pour travailler dans les banques, je suis d'accord avec toi. Tu peux rentrer en ayant un BTS banque ou même peut-être en ayant un bac pro, mais pour trouver un stage ou pour commencer à l'accueil d'une banque, après oui, il y a des étudiants qui travaillent à l'accueil des banques. L'été, dans les banques, les étudiants, c'est des jobs d'été. Hein. Il y en a qui travaillent à McDo, il y en a qui travaillent à la banque. Chacun choisit ce qu'il veut, ou à Super U ou autre. Et c'est vrai que en tant qu'étudiant, tu peux travailler l'été dans une banque sans forcément avoir de spécialité dans la banque, hein, parce que tu es juste à l'accueil, tu dois dire aux gens, accueillir les gens et les aiguiller. Et effectivement, tu peux monter petit à petit. Mais, comment te dire, Marie, c'est bien aussi. Hein. T'es pas, des fois, à gravir les échelons sur le terrain, c'est bien aussi. T'as pas forcément besoin d'avoir un master et d'être parachuté au poste de conseiller bancaire. Je trouve que les deux se valent. Hein. Si à 18 ans, tu commences dans l'accueil d'une banque sans être vraiment le mec le plus qualifié du monde et que ensuite à 23 ans, tu es conseiller bancaire et que tu as passé une validation des acquis ou un diplôme, etc. dans ta banque, ça passe aussi. Hein. Mais je suis d'accord aussi avec toi. C'est vrai on peut l'oublier, ça. Ok, c'est parti. Alors, je vais commencer dans l'ordre. C'est pas vrai, j'ai pas d'ordre. Ça va être un peu... on va pas se parler de plein de choses. Alors, Babou, petite question pour toi. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'investir un peu dans le dollar est une bonne idée ? Merci à toi et bon week-end. Merci à toi pour la question. Que j'efface tout de suite, parce que sinon, des fois, je refais les mêmes questions la semaine d'après. Alors... est-ce que investir dans le dollar, c'est une bonne idée ? Tout dépend de ton profil. Moi, je pense que si tu ne t'y connais pas des masses en investissement, en épargne, en bourse, si tu ne t'y connais pas, si pour toi, la bourse, c'est quelque chose de totalement abstrait, j'irais même jusqu'à dire si toi, l'assurance vie, c'est pas quelque chose que tu arrives à comprendre, tu comprends pas comment ça marche, les unités de compte, les fonds, les différents fonds d'investissement, etc. Ne va pas investir dans le dollar. Voilà, investir dans le dollar ou dans les autres monnaies, c'est ce qu'on appelle le forex.
Donc le forex, c'est quoi? C'est le fait de trading, de spéculer sur les variations de taux entre les différentes monnaies. Voilà, plus ou moins ça. C'est une science très complexe. Donc moi, je vous conseillerais pas d'y aller si vous ne maîtrisez pas tout le reste. Voilà. C'est vraiment pour des investisseurs avertis. Il y a beaucoup d'arnaques autour du forex. Il y a beaucoup de gens qui vous disent achète du dollar là ou achète je sais pas là, j'ai aucune monnaie qui me vient. J'allais dire du rouble. Personne va acheter du rouble ou de la livre ou du yen ou je ne sais pas. Il y a des gens qui font il y a plein d'arnaques comme ça autour du forex. Donc n'y allez pas. C'est réservé à un public averti. Et généralement, si tu es un public averti, tu vas pas poser ta question à moi. Voilà, moi je m'adresse surtout aux débutants, je suis là pour vous éclairer, pour vous apprendre des choses, mais je vais sûrement pas vous apprendre à aller trader sur le Forex. Donc abandonne l'idée, déjà, va sur des livrets sécurisés, voilà, tranquille, qui te font pas prendre trop de risques, ok? Voilà. Voilà, on a eu un petit chouchou. Vous avez vu ça? On a eu un petit chouchou du train. Moi, j'ai eu un petit chouchou chat. Un petit chouchou chat. Voilà, ça, c'est quand il y a beaucoup d'abonnements. Le petit train arrive et puis c'est cool. Ça fait, ça nous soutient. Ah ouais, c'est ça. Marie nous dit que c'est ce que sa mère a fait. Elle a gravi les échelons des banques et maintenant elle est directrice adjointe d'une banque. Mais oui. Yes, Camille. Comment ça va, Camille? Merci pour l'abonnement, Camille. Camille Lab 32. Et bonjour Maë, bonjour. Ok, deuxième petite question. Pourquoi, Babou, est-ce que les commerçants refusent toujours le paiement? Enfin, pas toujours, mais certains. Pourquoi est-ce que certains commerçants refusent encore le paiement par carte bancaire? Alors que maintenant, nous avons le paiement sans contact. Tu peux payer avec ton téléphone ou avec ta carte bleue sans contact jusqu'à 50 €. C'est quelque chose de très pratique. De très sécurisé, même si à une époque, il y a des gens qui disaient « Oh là là, on peut te voler de l'argent dans le métro ». Il y avait des gens, apparemment, tu peux avoir un espèce de petit boîtier comme ça que tu passes sur les cartes bancaires avec le sans contact, tu peux aspirer comme ça. C'est peut-être vrai, c'est probablement même vrai, parce que les escrocs réussissent à tout faire. Hein, maintenant, si tu veux être malhonnête, tu peux tout faire très facilement. Je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, j'ai vu ça la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que j'ai pas envie que vous soyez malhonnête, mais tu peux acheter sur Internet des clés passe-partout qu'ont les facteurs. C'est des clés qui coûtent 10 €. Les plus évoluées coûtent 100 €. Et ça te permet d'ouvrir toutes les boîtes aux lettres du monde. Et de plus en plus de connards le font, surtout à Paris et dans les grandes villes, parce que ça coûte que dalle. Et donc, ils achètent la clé entre 10 et 100 €, et puis ils vont ouvrir toutes les boîtes aux lettres des résidences. Même les passe-partout, les bips comme ça, pour ouvrir les résidences sécurisées, tout ça, ça se vend pas cher du tout. Et je comprends pas que ce soit toujours pas sécurisé, ces trucs-là, mais bon, bref. Et donc ensuite, à la période de Noël, surtout, ils ouvrent les boîtes aux lettres et ils ouvrent vos colis Amazon ou autres, et vous vous faites dépouiller de vos téléphones et de vos consoles de jeux, etc. Bon, bref. Et donc, le paiement sans contact, y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, c'est quoi cette nouvelle technologie ?» Merci Lexi. Merci. Etc. Bon. Et ils avaient peur de ça. Bon, maintenant, ça fait très longtemps que c'est utilisé. Donc, pourquoi est-ce que les commerçants continuent de refuser? Alors là, il y en a qui disent pour faire du black. Célia, elle dit ça, pour faire du black, ouais, effectivement. Pour pas tout déclarer, effectivement, pour éviter les frais bancaires, Curly nous dit, etc. Donc vous avez raison, il y a un peu de tout ça. Alors la première raison qui est avancée par les commerçants, c'est ça coûte cher. Ça coûte trop cher, les paiements par carte bleue, donc je préfère que vous me payiez en espèces ou en chèque, j'allais dire, mais non, parce que les chèques, ça par contre, les chèques, c'est une technologie, un moyen de paiement qui va disparaître, j'espère, parce que très peu de gens l'utilisent et que pour le coup, ça coûte beaucoup d'argent, hein, parce que les banques, faut qu'elles traitent, le traitement des chèques, des remises de chèques, le papier que ça utilise, le temps que ça demande aux commerçants d'aller déposer les chèques. Le chèque, c'est ce qui coûte le plus cher, en temps, en énergie, etc. Et le temps, c'est de l'argent. Hein. L'employé de Super U va déposer les chèques, ou alors tu payes la Brinks pour qu'ils viennent récupérer. Ensuite, à la banque, il faut qu'ils encaissent. Tout ça, c'est le chèque, c'est... voilà. Les frais bancaires.
paiement par carte. Moi aussi, je pensais à une époque, je me suis dit quand même, ils continuent de refuser, c'est peut-être que ça leur coûte super cher, que ça coûte beaucoup de pognon, les frais bancaires et tout. Donc j'ai fait mes recherches avant de préparer ce live. Les frais bancaires maintenant coûtent entre, elle est où ma fiche? Elle est là, entre 0,4 et 1%. Entre 0,4 et 1%. C'est-à-dire rien. Le commerçant, pour 10 euros de facturé, ça va lui coûter 10 centimes. Pour 100 euros, ça va lui coûter 1 euro. Pour 1000 euros, ça va lui coûter 10 euros. Pour 10 000 euros, ça va lui coûter 100 euros. Bref, vous avez compris que c'est rien. Au maximum. Au maximum. Et donc, certains disent, non mais c'est sur le volume que ça coûte cher. Ben non, je viens de vous faire la démonstration. Voilà, 10 euros, 10 centimes, 100 euros, 1 euro. Donc voilà, c'est vraiment, si là, 1 million de chiffre d'affaires, ça lui coûtera 10 000 euros. Ça va. C'est ce que je veux dire. Hein, c'est pas non plus la folie. S'il a 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça lui coûtera 1 000 euros. Si j'ai bien fait le calcul. Oui. Pour 100 000 euros de chiffre d'affaires facturé sur le mois, le commerçant, ça lui coûte au maximum, ça lui coûte 1 000 euros de frais bancaires. Donc, les frais bancaires ne sont pas du tout une excuse valable. Donc, la prochaine fois que vous irez dans votre bureau de tabac pour acheter votre paquet de cigarettes et que vous verrez carte bancaire autorisée à partir de 12 euros, parce que très souvent, ils sont malins, en fait, c'est juste pour vous pousser à l'achat en plus. Un paquet de clopes, ça coûte 10 ou 11 euros. Il y en a, et très souvent, ça va être 12 ou 15 euros dans les buralistes. Chez les buralistes, pourquoi? Pour que vous achetiez 2 paquets, tout simplement. Pour que vous achetiez 2 paquets, voire une cartouche, etc. C'est juste pour pousser à l'achat, l'incitation à consommer plus. Et donc, voilà. Prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui refuse votre carte, vous lui dites face à face comme ça, vous dites pourquoi vous refusez la carte? Il va vous dire c'est parce que ça coûte cher. Vous lui dites non, c'est faux, ça coûte entre 0,4 et 1%. Faites genre que vous travaillez dans les banques, vous êtes spécialisé, etc. Et là, il se sentira très mal à l'aise et vous lui direz vous refusez la carte parce que vous voulez que j'achète plus, ou alors vous refusez la carte parce que vous voulez tout simplement faire du black. Voilà, l'argent en espèces n'est pas déclaré, ou n'est pas déclaré en totalité, comme vous avez été très nombreux à le dire. Donc, voilà. Ça commence à moi à m'énerver un peu, à tel point que je me rappelle, pas plus tard que cet été, je vous donne justement l'exemple du paquet de cigarettes, parce que ça m'est resté en tête, c'était 12 euros, j'étais allé acheter un paquet de cigarettes pour un copain, on était en train d'installer une scène de spectacle, etc. On avait chaud, on avait soif et tout ça, il m'a dit, tiens, va dans ce bureau de tabac, tu vas nous acheter des boissons, et prends-moi aussi un paquet de cigarettes. Donc il m'avait donné sa carte perso pour le paquet de cigarettes, et j'avais une autre carte pour les boissons, qui était la carte de l'entreprise qui nous embauchait, tu vois. Et donc, le paquet de clopes était à 11, 12 euros. J'ai pas acheté ces cigarettes. Je suis revenu et j'ai dit au bureau de tabac que voilà, qui est... Bon, bref. Et mon pote m'a dit, écoute, tant pis, c'est pas grave, je vais pas fumer aujourd'hui, t'as raison. J'allais pas prendre la responsabilité de lui acheter 22 euros de cigarettes, tu vois. Le gars m'a dit un paquet, j'ai pris un paquet. Et ça m'a beaucoup énervé, tu vois. Et donc, il y a Marie qui dit, moi, ça me coûte pas si cher que ça sur chaque CB. Honnêtement, moi, j'y vois plus d'avantages que d'inconvénients d'avoir mes paiements en CB au cabinet. Je suis d'accord avec toi, Marie. Et j'en ai parlé avec mon médecin traitant. Justement, je lui ai demandé à un moment donné, parce que j'ai payé en carte ma consultation. J'allais dire ma séance. Et je lui dis, ouais, vous préférez que je vous paye en carte ou en espèces? Ou en chèque? Il me dit, oh non, mais payez-moi en carte, moi, de toute façon, ça me coûte rien. Je dis, ah, vous payez pas votre TPE et tout ça? Il dit, je paye pas mon TPE. TPE, c'est la machine, hein, c'est un TPE. La machine où vous mettez votre carte s'appelle un TPE. Il dit, je paye pas mon TPE, je l'ai pas payé. C'est ma banque qui me l'a offert. Donc, il le loue pas, parce qu'il y en a que tu peux louer, il y en a que tu dois acheter, etc. Et je paye pas de frais bancaires professionnels. En fait, il a ouvert un compte pro et il a négocié avec sa banque le fait d'avoir un TPE gratuit et de ne pas payer les frais. Bon, après, c'est un médecin, donc il a un chiffre d'affaires, il a quand même beaucoup de chiffre d'affaires qui rentre. Donc, la banque avait peut-être tout intérêt à lui dire OK, parce que c'est un bon client et que peut-être ils l'ont aussi en tant que client particulier et qu'ils veulent gérer son patrimoine, etc. de médecin. Lui-même a une femme médecin, donc voilà, c'est le genre de client que les banques aiment bien avoir. Mais voilà, il y a des TPE qui ne coûtent rien. C'était voilà la petite info du jour que vous pourrez rétorquer ça à votre cher buraliste la prochaine fois qui vous dit « je refuse votre carte ». Voilà, ok. Autre petite info, je vais vite aujourd'hui, dis donc. Vous avez vu comme je vais vite, j'ai envie de parler de tellement de choses. Alors, il y a Camille qui nous dit « Mon mari bosse à la poste et il m'a dit qu'il y a énormément de gens qui ont les passes partout pour les boîtes aux lettres et les portes. »
Même ceux qui sont en intérim, ils les gardent et ne les ont jamais rendus. Pour revenir sur les passes. Salut madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Vous êtes caché en ce moment. Ça va? Dans la tanière. Ouais, tu retournes dans ta tanière. Donc effectivement, pour revenir sur ces passe-partout là, hein, ça c'est un peu la plaie ça. C'est une plaie l'échec, elle nous dit Aurélie. Je suis d'accord avec toi. TPE, ça me fait penser à la terminale au lycée. Ah ouais, c'était travaux pratiques d'éducation, c'était des genres d'exposés qu'on devait faire, je crois. Je sais plus ce que c'est. Il y a Véromel qui dit, là où je travaille, elle choisit de ne pas utiliser de TPE, mais juste le paiement en ligne, même en boutique. Comment elle fait le paiement en ligne, même en boutique? C'est-à-dire qu'elle a une tablette et que les gens payent sur la tablette. C'est ça qu'elle fait, du coup, Véro, ta boss. Encadré TPE, merci beaucoup. Après, c'est vrai que moi, j'ai déjà vu aussi dans un glacier où il n'avait pas de TPE, le glacier, il avait une tablette. Mais c'était pas un paiement en ligne que lui, il avait, il passait par SumUp. C'est un genre de petit boîtier TPE différent. Voilà. SumUp, c'est un petit boîtier qui passe pas par la banque, en fait. Ça passe directement par le boîtier. Et le boîtier est relié à une application, un site internet. C'est quelque chose qui est alternatif, SumUp et tous les concurrents de SumUp. Mais il y a beaucoup plus de frais quand même pour les petites boîtes. Souvent, vous voyez des petits boîtiers SumUp, c'est des petits boîtiers blancs. Vous pouvez les voir sur les marchés forains, les marchés, les petites entreprises et tout ça. C'est rapide dans le sens où tu peux l'avoir assez vite, mais moi je trouve que j'ai déjà vu, c'était quand même un peu cher. Un peu plus cher, je trouve, SumUp au niveau des frais que les frais bancaires directement. Je trouve, après, chacun fait ce qu'il veut. Après. Véromel, elle dit, je tape... ouais, c'est ça, donc, ok, merci Véro. Elle tape directement, paiement en ligne dans la boutique. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Les frais SumUp sont excessifs. Moi, je suis d'accord avec toi, Curly. En fait, tout ce qui est facile d'accès et hors... SumUp, c'est bien, ça peut dépanner pour un mois. Si par exemple, tu fais un salon, une foire, etc., que tu es un artisan, que tu es un créateur, un peintre, un artiste ou quoi, et que tu as besoin d'un paiement comme ça, d'un boîtier pour pouvoir recevoir des paiements par carte bleue, bah, tu prends SumUp pendant quelques temps. Mais sur le long terme, SumUp, ça va pas du tout. Il vaut mieux prendre un TPE bancaire, ça sera beaucoup moins cher. C'est entre 0,4 et 1% d'après mes recherches que j'ai pu faire là cette semaine, donc c'est pas grand-chose. Ok. C'est parti, notre petit copain, Bruno Le Maire. Vous connaissez c'est qui Bruno Le Maire? C'est notre pote à tous. C'est notre dieu vivant, c'est notre ministre de l'économie et des finances, ou je ne sais pas quoi. Bon bref, notre copain Bruno, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous annonce que le livret A va passer à 0,8%. Il était à 0,5%. Il était au 0,5. Et je vous rappelle que votre livret A, si vous l'aviez au max du plafond, vous aviez un maximum d'intérêt de 100 € par an. Donc, ce qui est donc assez dérisoire, voilà, parce que le livret A, le plafond, à chaque fois, j'oublie, je crois que c'est 21 900 €, je ne sais plus, j'ai plus de livret A, moi. Enfin si, j'en ai 5. On est 5 dans la famille. J'avais ouvert un livret A par personne à une époque. Ils sont tous à 0. Il n'y a plus rien sur nos livrets A. Donc je sais même plus c'est quoi le plafond. 21 200, 21 500, je sais pas quoi. Salut Lolo la choups. Et donc maximum, vous pouviez avoir 100 € par an avec votre livret A. Donc maintenant, le taux va passer donc de 0,5 à 0,8. Est-ce que vous allez être super gagnant? Ben non, pas vraiment. Vous allez gagner du coup, au lieu d'avoir vos 100 € avec un livret A au plafond, bah, vous allez avoir du coup 160 si je calcule bien de tête. C'est-à-dire pas grand-chose. Est-ce que donc continuer de mettre son argent sur le livret est une bonne idée pour... faire des petits à votre épargne? Est-ce que le livret A c'est cool parce que ouais, c'est pas risqué, c'est liquide, c'est disponible, hein, liquide ça veut dire disponible immédiatement, c'est pas risqué, bon, non, c'est pas du tout la meilleure idée, ok, et là je vais pas vous parler de l'assurance vie,
Non, là je vais vous parler du LEP. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le LEP, c'est quoi? C'est le livret d'épargne populaire. Alors, j'ouvre ma fiche. Donc, le LEP, en fait, l'année dernière, il était à 1%. Il était à 1%, c'était le double du livret A. En 2022, il est dit, dans les tuyaux, que le LEP pourrait passer à 2%, voire à 2,2%. Donc, il passerait donc de 1% en 2021 à 2,2% en 2022, c'est-à-dire une augmentation de plus 1,2%, le calcul est assez rapide, et un livret sans risque à 2,2%, ça, net, ça ne s'est jamais vu. Je dis bien net, pourquoi? Parce que tout à l'heure, Gordy, je crois, Pretty Gordy nous disait qu'elle a clôturé son PEL, son plan d'épargne logement, qui était à 2,5%. Elle vient de le clôturer. Mais le PEL, c'est du brut. Okay, donc, souvent on dit, le PEL, c'est cool, à 2,5%, mais c'est du brut. Tu as toujours une déduction. Tu as pu le voir, Gordy, tu as pu le voir là, parce que tu as eu tes intérêts au mois de décembre, là, début janvier, tous les intérêts sont versés par les banques, donc les intérêts du livret A, du LEP, du PEL, du livret jeune, tous vos intérêts vous sont virés là, début janvier. Donc faites un petit tour de vos comptes, vous pouvez le voir. Donc ces intérêts, vous pouvez choisir de les laisser, si c'est un livret A que vous avez, vous pouvez laisser ces intérêts dessus. Si c'est un PEL, tu es obligé de les laisser, les intérêts. Tu peux pas toucher à ton PEL, c'est bloqué le PEL. Ça, c'est un compte qui n'est pas liquide, c'est un compte qui est bloqué, que tu peux débloquer uniquement si tu achètes ta maison, si tu te maries, tu divorces, en cas de décès, il y a plein de raisons comme ça de déblocage anticipé. Mais ensuite, pour tous les autres livrets, les livrets jeunes, les livrets bébés, les livrets d'épargne populaire, donc le LEP, ou les livrets A, tout ça, c'est liquide. Si tu veux, tu peux récupérer les intérêts pour faire ta vie, t'acheter un jet ski ou un yacht de luxe, si tu veux. Ou alors, tu les laisses. Et donc, ça contribue donc à la capitalisation de tes intérêts. Voilà. Moi, je vous conseille de les laisser, vos intérêts. Vous les laissez, si vous avez un LEP, même s'il est au plafond, vous laissez vos intérêts sur votre LEP. Voilà, vous le laissez dessus. Ça ne sert à rien de le retirer. Parce que du coup, vos intérêts vont être capitalisés. Et l'année prochaine, le LEP, le plafond, c'est 7 700 €. Si vous avez eu 200 € d'intérêt, vous serez à 7 900 € et vos intérêts de l'année suivante seront calculés sur la base de 7 900 € si je ne dis pas de bêtises. Le plafond, c'est le plafond de versement. C'est 7 700 €, plafond de versement. C'est pareil pour le livret A. Vous pouvez avoir un livret A à 23 000 €. Même si le plafond de versement, c'est 21 900, je ne sais plus exactement. Si vous laissez vos intérêts tous les ans dessus, à un moment donné, dans votre livret A, vous aurez 23 000, 24 000 € peut-être, au fur et à mesure des années. Parce que vous avez laissé vos intérêts. Mais ce n'est pas le plus intéressant, encore une fois, le livret A. Ok. Donc là, pour revenir sur le LEP, attendez, je vous lis 2 secondes. Le LEP est-il soumis à critères de ressources? Oui, bien évidemment, mais je vais vous annoncer aussi une bonne nouvelle. C'est dans les tuyaux, c'est pas encore officiel, mais bon, dans les tuyaux des spécialistes de la finance, généralement, ils disent peu de conneries. Surtout quand ça parle de taux d'intérêt et surtout quand ça parle de livret sans risque. Alors, donc le taux serait à partir du 1er février à 2,2% et il y aurait aussi une augmentation des conditions de ressources. Alors, je l'avais noté. Est-ce que je l'ai mis ma fiche ici? Voilà, revalorisation du plafond des ressources en 2022 pour le LEP. Donc, le LEP, c'est livret d'épargne populaire. Il n'est pas accessible à toutes les bourses. Ok. Cependant, ça reste quand même accessible à une majorité des Français, entre guillemets. Alors, si vous avez des enfants, bien évidemment, c'est toujours plus intéressant parce que les enfants font augmenter les plafonds d'absolument tout. Tous les plafonds qui existent en France, dès que vous avez des enfants, ils sont augmentés. 1, 2, 3 enfants.
Et ensuite, quand vous en avez plus de 3, c'est pour chaque enfant, vous avez une majoration de plafond supplémentaire pour chaque enfant. Donc, pour une personne seule, le plafond est de 20 296 €. Donc, si vous êtes au SMIC, vous pouvez ouvrir un LEP. Si vous êtes à 1 500 € net, vous pouvez ouvrir un LEP. 20 296, il faut faire le calcul vite fait. Faites le calcul en net, ce qu'il ne faut pas dépasser en net comme salaire pour voir si vous pouvez ouvrir un LEP. J'ai plus ma calculatrice. Bon, faites-le voir. Hein. Vous faites 20 296 divisé par 12. Elle est où ma calculatrice là de... J'avais une calculatrice sur mon ordi, elle a disparu. Super. Je vais la retrouver. Hop. Donc 20 296 divisé par 12. Donc on est sur 1 691 €. Donc voilà, si vous avez un salaire de 1 700 € net, effectivement, vous oubliez le LEP. Voilà, hein, pour les célibataires. D'accord. Je vais mettre ma calculatrice ici, comme ça je l'aurai toujours épinglée à la barre des tâches. Voilà, merci madame. Donc voilà, donc ça reste quand même, vous voyez, pour un célibataire, ça reste quand même des salaires qui sont assez importants. Hein. Nous, autour de nous, je connais, on a des amis à nous qui gagnent plus de 1 800 € par mois, mais ça reste pas la majorité. Donc le LEP, livret d'épargne populaire, il a été créé pour aider les gens plus précaires et les gens qui sont plus modestes, mais on peut le voir que quand même, pour une personne seule, le plafond, on se situe à 1 691 € net. Et encore, mon calcul est biaisé parce que là, je vous ai parlé du plafond de revenu, le revenu fiscal de 20 296 €. Vous pouvez déduire des choses de vos revenus fiscaux. Donc même, vous savez qu'on déduit, souvent c'est une déduction forfaitaire de 10%, mais si vous voulez, vous pouvez déduire vos frais réels si vous avez des métiers qui vous coûtent beaucoup de choses. En gros, là, le salaire que je vous ai donné mensuellement, c'est pas vraiment ça. Vous pouvez gagner plus tout en ayant un revenu fiscal de référence inférieur à celui-ci de 20 000 €. Parce que vous pouvez déduire plein de choses. Vous pouvez déduire votre nounou, votre jardinier, vos dons aux associations, enfin... Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire. Si vous avez 2 enfants, le revenu fiscal, il est de 41 900 €. Donc c'est quand même, un revenu qui est quand même assez correct. Non, 2 enfants, pardon, c'est 31 000... Non, attends. 2 enfants, voilà. 2 enfants, c'est 41 900 €. Si vous avez 3 enfants, c'est 53 000 €. Donc franchement, c'est très large. Franchement, quasiment tout le monde peut ouvrir un LEP. Enfin, tous les gens que je connais, quasiment 90% des gens que je fréquente ne sont pas à ces plafonds-là. Donc vous pouvez ouvrir un LEP. Voilà. Faites-le. Le plafond de versement sur un LEP, ça n'a pas changé, ça ne devrait pas changer. Ça devrait toujours être de 7 700 €. Voilà. Vous pouvez en ouvrir un par personne. Donc si vous êtes en couple, c'est un pour monsieur, un pour madame. Je ne crois pas qu'on puisse en ouvrir pour ses enfants. Non, on ne peut pas en ouvrir pour ses enfants parce que justement, c'est le revenu fiscal de référence qui va faire foi. Donc vos enfants n'ont pas de revenu fiscal de référence. Voilà, donc c'est monsieur, madame, monsieur, qui peuvent ouvrir un LEP, c'est pas les enfants et les enfants. Vous avez compris. Donc faites-le. Ça se fait très simplement. Vous le faites sur votre application bancaire, là, ou alors vous appelez votre conseiller. Vous dites, voilà, j'aimerais ouvrir un LEP. Mon revenu fiscal en 2021, c'était ça. OK, tac, tac, tac. Et donc, comment vous dire ? Avant, le problème du LEP, c'est qu'il fallait tout le temps envoyer son revenu fiscal à son banquier. Maintenant, les banquiers interrogent automatiquement le site des impôts. On est tous connectés au site des impôts, là, vous savez, avec France Connect, etc. Enfin, tout le monde le fait. Si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire. Vous vous connectez avec France Connect, aux impôts, à la CAF, à plein de choses. Comme ça, vous avez votre identifiant et tout est plus ou moins récupéré. Même s'il y a quand même encore des grosses lacunes, notamment au niveau de la CAF, qui n'arrive pas tout le temps à récupérer les revenus qu'on a déclarés aux impôts. Donc ça, c'est toujours un peu relou. Mais voilà, faites-le, hein, vraiment, parce que si vraiment c'est un 2,2%, sans risque, c'est vraiment pas mal. Après, le plafond est bas, il est à 7 700 €, donc c'est limité. Voilà, c'est limité. Je sais que ça peut choquer certaines personnes quand je dis ça. Ils disent, dis donc, tout le monde n'a pas 7 700 € d'épargne de côté. Tout le monde ne les a pas, ça c'est évident, hein. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui les ont.
Beaucoup de gens qui les ont parce qu'ils ont mis de côté beaucoup, qu'ils dépensent peu, qu'ils ont une rentrée exceptionnelle, un petit héritage, un petit gain de jeu, ou ils ont gagné, je sais pas moi, le salaire, ils ont appelé Virgin Radio, Fun Radio, ou TF1, bref, voilà, il y a des gens qui ont comme ça de l'argent de côté. Le plafond est bas, comparé au livret A qui est à 21 000 euros. Mais voilà, si tu es en couple, ça te fait déjà 14 000 euros que tu peux avoir au maximum du plafond à un taux de 2,2%. Donc voilà, n'hésitez pas. Le LEP n'existe pas dans toutes les banques. Alors là, ça, je sais pas du tout. Curly, je sais pas du tout. Je sais que dans les banques traditionnelles, tu peux ouvrir un LEP, un LEP. Après, c'est vrai que dans les banques en ligne, je me suis pas renseigné. Effectivement, Curly, je sais pas si dans les banques en ligne, tu peux ouvrir un LEP. Lolita a dit, ah oui, c'est large en fait. Je pensais pas qu'on y avait droit, même au SMIC. Ah, tu vois, Lolita, ça c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens pensent que les aides, les minima, tout ce qui est populaire, tout ce qui est social, logements sociaux, livret d'épargne populaire, aides, peu importe les aides, je sais pas moi, la CMU par exemple, qui maintenant s'appelle la C2S, etc. Toutes les aides sociales que tu peux trouver en France, les aides à la rénovation énergétique, les aides à l'habitat aussi, etc. Il y avait plein de tout ça. Beaucoup de gens pensent que c'est réservé aux gens qui sont chômeurs ou au RSA. C'est totalement faux, totalement faux. Les revenus dits modestes incluent le SMIC. Le SMIC, une personne au SMIC, gagne donc 1002, ça fait 12, 13, 14, 15, 16. Au SMIC, on est à peu près à 16 000 euros l'année. 16 ou 17 000 euros l'année, de tête là. Là, tu es considéré comme un revenu modeste dans plein de situations. Si tu veux, si tu es propriétaire au SMIC célibataire, Lolita, que tu veux faire des travaux chez toi, tu vas avoir énormément d'aide. Si tu es célibataire, si tu es une maman célibataire et donc que tu as des enfants, 1, 2 ou 3, tu en auras encore plus. Quand tu as des personnes à charge, même si tu es au SMIC ou même si tu as plus, ton plafond augmente. Et souvent, on pense à tort que c'est uniquement réservé aux RMistes, j'allais dire, mais ça se dit plus le RMiste, aux personnes qui touchent le RSA, mais pas du tout. J'ai dit pour un enfant, un couple avec un enfant, c'est 36 500 euros, le plafond du LEP. Le LEP n'existe... Oui, donc si vous avez la réponse pour Curly, est-ce que le LEP existe dans toutes les banques? Moi, je ne pense pas, mais je ne peux pas vous faire la liste par contre. Donc si le LEP n'est pas dans votre banque, effectivement, voilà. En gros, il vaut mieux tout basculer sur son LEP que sur le livret A, totalement, l'auditeur, mais de toute façon, même l'année dernière, le LEP était plus intéressant, il était à 1% contre 0,5% pour le livret A. Donc voilà, après, encore une fois, le plafond est plus bas, hein. C'est 7 700 euros sur le LEP contre 21 000 pour le livret A. Donc voilà, ça dépend aussi des profils et de l'épargne qu'on a de côté. Si on a une seule feuille d'impôt pour le couple, on peut quand même en ouvrir un chacun. Oui, tu peux en ouvrir un chacun. Parce que tu regarderas Bibiz 59, tu verras sur ta déclaration d'impôt, tu as monsieur, madame. Vous avez chacun un identifiant fiscal. Même si vous avez une seule feuille d'imposition, parce que vous êtes marié, ou pacsé aussi peut-être, je crois que le pax c'est pareil, vous avez quand même chacun votre numéro. C'est déclarant 1, déclarant 2. Vous avez chacun vos revenus. Voilà, chacun vos revenus. Après, vous arrangez comme vous voulez au niveau du taux, du prélèvement à la source, etc. Ça, c'est vous qui faites votre sauce. Mais oui, chacun peut ouvrir un LEP dans le couple. Toc. Alors. Tout le monde n'a pas cette somme-là, mais en épargnant au fur et à mesure, on y parvient. Bah écoute Marie, ça me fait plaisir de lire ça. Merci Marie. Il y a Lexi qui dit je trouve pas ça très large, on dépasse avec les 2 enfants. Alors Lexi, avec 2 enfants, je te redonne le plafond, c'est 41 973. Donc on va arrondir à 42 000 euros. 42 000 euros. Vous dépassez les 42 000 euros à 2 42 000 divisé par 12, ça veut dire que vous êtes à 3 500 par mois divisé par 2, vous êtes à 1 750. Non mais après c'est ça. C'est vrai que si vous avez des salaires aux alentours des 1 800 euros net, c'est des salaires qui sont... que beaucoup de gens aussi ont, hein.
bah oui, là, vous allez dépasser. Je suis d'accord avec toi, Lexi, vous allez dépasser. Mais c'est quand même large. Il faut vraiment prendre conscience de ça, Lexi. Et là, j'aimerais que tu fasses ce cheminement-là. C'est que dès lors que tu as des salaires, moi je trouve que dès lors qu'on a un salaire supérieur à 1500 euros net, on peut parfaitement très bien s'en sortir. Effectivement, après je suis d'accord avec toi, dès lors qu'on va passer cette barrière des... Moi je me rappellerai toujours, quand j'étais étudiant en master, j'étais manager, j'étais au département ressources humaines. Je me rappellerai toujours, j'étais dans l'hôtellerie à cette époque-là, et il y a une gouvernante, donc la gouvernante, c'est celle qui gère les chambres, toutes les femmes de chambre, les valets de chambre, etc., qui gagnait 1750 euros net par mois. C'était un petit hôtel, hein, on n'était pas à Paris dans un hôtel de luxe. Donc elle avait un des salaires les plus élevés de la boîte. Hein, voilà, les chefs comme ça, les chefs de département, ils étaient aux alentours entre 1600 et 1800. Et elle était à 1750. Et elle m'avait dit un jour qu'elle voulait absolument pas dépasser les 1800 euros net. Parce que sinon, ça lui enlèverait énormément d'aide. Et ça, je suis d'accord avec toi, Alexis, c'est la limite du système social français. C'est que dès lors qu'on dépasse une somme, on se retrouve un peu exclu de beaucoup de choses. Et du coup, des fois, on en arrive à vivre moins bien que ceux qui vont avoir des salaires aux alentours du SMIC jusqu'à 1600, 1700. Donc, je suis d'accord, Lexi, que des fois, ça fout un peu les boules. Pretty Gordy dit, est-ce qu'il faut verser un minimum de combien par mois? Parce que c'était 50 euros par mois minimum pour le PEL. Alors sache que pour le PEL, oui, il y a effectivement un minimum par mois. Pour le LEP, il n'y a pas de versement obligatoire. Moi, je vous conseille, si vous avez l'épargne disponible, de le mettre directement au plafond. Hein. Vous mettez directement au plafond à 7700 euros. Comme ça, il est plein et vous avez vos intérêts à 2,2% l'année prochaine, tranquille, quoi. Hein, voilà. Et après, c'est à toi de voir si tu fais des versements. Et je vous conseille de toute façon de toujours faire des versements programmés. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important, hein, de toujours programmer ses versements. Voilà. Mais moi, j'ai un LEP. On a un LEP chacun avec Hugo. J'ai pas programmé de versement sur mon LEP. Parce que c'était pas un compte qui m'intéressait. L'année dernière, il était à 1%. Là, cette année, il devrait passer à 2,2%. Voilà. Est-ce qu'il faut attendre le 1er février du coup pour ouvrir son LEP? Alors non, parce que contrairement au PEL, le PEL, le plan d'épargne logement, c'est un livret d'épargne dont le taux d'intérêt va être fixé à date d'ouverture. Donc Gordy, elle a eu son PEL à 2,5% parce qu'elle l'a ouvert probablement en 2000... il y avait des années comme ça qu'il ne fallait pas dépasser. Je crois que si tu ouvrais ton PEL après 2014 ou après 2015... tu ne pouvais plus avoir accès à des taux de 2,5%. Ça avait baissé, je crois, à 1,5 ou à 1%. Donc, ce n'était pas intéressant du tout d'avoir un PEL à 1,5%. Le LEP, c'est comme le livret A, en fait. Peu importe quand tu l'as ouvert, le taux va augmenter automatiquement. Tu n'as rien à faire, etc. Donc là, si tu as déjà un LEP qui est ouvert, tu n'as pas besoin de le fermer pour en ouvrir un nouveau. Quand tu auras un taux à 2,2%, ça va se faire automatiquement. C'est comme ton livret A. Moi, j'ai un livret A depuis que j'ai 18 ans. Comme vous, j'ai connu un livret A à 1,75%. Ensuite, il est passé à 1,5%. Ensuite, il est passé à 1%. Et là, il est passé à 0,5% l'année dernière. Et là, il devrait remonter à 0,8%. C'est des choses qui se font automatiquement. C'est pas à date d'ouverture que ça va fixer ton taux. OK ? Ok. Alors, première fois sur le chat pour Émilie. Est-ce qu'il y a une différence pour le prélèvement à la source si on fait chacun son pourcentage ou pour lisser les deux? Alors, au niveau fiscalité, je ne vais pas pouvoir te répondre, Émilie, parce que c'est pas quelque chose qui me concerne directement, parce que nous, on ne paye pas d'impôts, on est non imposable. Et la fiscalité, c'est un sujet très complexe. Je vous conseille, si vous avez la moindre question sur vos impôts, sur le prélèvement à la source, sur comment optimiser aussi vos revenus, voilà, d'appeler les impôts. Mais vraiment, il faut les appeler. C'est des gens qui sont super pédagogues au téléphone. Vraiment super pédagogues. Moi, je me suis déjà déplacé aux impôts à Perpignan parce que j'avais des questions. Je les ai déjà appelés, etc.
déplacez-vous au centre des impôts. Hein, vraiment, ça, ou appelez-les. Ils vont vous répondre, c'est leur métier, ils sont payés pour ça, ils font ça toute la journée. Ils écouteront et voilà, vous pourrez leur dire, ça va dépendre de ton profil, appelez les impôts si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. C'est pas des gens qui sont méchants du tout. Hein, voilà, c'est pas des gens non plus qui vont être stressés ou quoi que ce soit. C'est là, vous leur posez des questions qui concernent vos revenus, vous leur demandez, voilà, vous pouvez être dépassé aussi des fois, vous savez pas comment déclarer ci, comment déclarer ça. Qu'est-ce qui se passe pour ci ou pour ça, ils vont vous aider. C'est leur métier. Et si vous tombez sur une mauvaise personne, vous y retournez et vous tomberez sur une autre personne ou vous tomberez peut-être sur la même personne qui aura passé une meilleure journée et qui pourra vous aider. Ok ? Alors, concernant les impôts, est-ce que tu t'es renseigné au niveau de la nouvelle activité de Bibou qui va être ASMAT ? Si je ne dis pas de bêtises, les revenus d'ASMAT sont non imposables. Alors non Camille, ça c'est une bêtise, tous les revenus sont imposables en France. Par contre les ASMAT, les assistantes maternelles, comme plein de métiers, ont accès à énormément d'abattements. Voilà, elles peuvent déduire énormément de choses. Et donc une assistante maternelle qui va être amenée à payer des impôts, ça va être une assistante maternelle qui va avoir des très hauts salaires ou alors qui va avoir mal géré sa déclaration fiscale et qui donc ne va pas avoir fait les abattements, je ne sais pas si c'est abattement c'est le bon mot, mais en gros elles peuvent déduire énormément de choses de leurs revenus. Mais tout est imposable en France, hein. Tout. Alors, Tahiti Ju, très bonne question sur le LEP. Et si nos ressources augmentent, est-ce qu'ils nous ferment le LEP ? Oui, voilà, Tahiti Ju, dès lors que tes revenus vont dépasser les plafonds, ta banque va t'appeler, va te dire, voilà, je suis désolé de vous apprendre, ou je suis heureux de vous l'apprendre, Madame Ju, mais vos revenus maintenant sont supérieurs de 8 000 € par rapport à l'année dernière, donc vous ne pouvez plus accéder au LEP, donc il va devoir être fermé. Après, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Il se peut qu'il y a certaines banques qui ne le font pas, peut-être qu'ils oublient de le faire, qu'ils ne contrôlent pas. Je ne sais pas du tout comment les contrôles sont faits par rapport au LEP. Je sais juste qu'ils peuvent maintenant automatiquement interroger les impôts pour avoir les revenus de tous leurs clients et pour pouvoir du coup gérer les LEP justement. Voilà. Mais du coup, un jour, juste si ton LEP est fermé, tu me diras comment ça s'est passé. Alors, il y a Célia qui dit « Moi aussi, je dépasse le plafond comme Lexi, mais je te conseille de choisir autre chose que le livret A parce que franchement, l'épargne n'est pas énorme. » Je suis entièrement d'accord avec toi, Célia, et merci beaucoup. Lexi, alors, Lexi, elle nous dit « On s'en sort très bien avec un peu plus de 2 000 € chacun par mois, mais c'était pour épargner. » Donc, vous avez, oui, là, vous avez des salaires qui sont quand même très, très, très importants. Je suis encore désolé si ça choque, mais... Faut vraiment prendre conscience ça, c'est que 2 000 € par mois net, c'est des salaires qui sont importants, peu importe où tu vis, parce qu'il y en a certains qui disent encore une fois non, c'est faux, avec 2 000 € par mois à Paris, tu peux pas t'en sortir. J'ai vu la semaine dernière un reportage avec un couple de Parisiens qui gagnait 3 800 € à deux, donc tu fais le calcul, ça fait 2 000 et 1 800, plus ou moins, ou alors 1 900 chacun. Et qui disaient ne pas réussir à s'en sortir, et qui disaient aller faire leurs courses à Lidl. Ils avaient 2 enfants, et c'est passé sur France 2, et vraiment j'étais hors de moi. Je me disais, mais comment tu peux ne pas réussir à t'en sortir, même en vivant à Paris ? Tu vas payer plus d'essence, peut-être. Tu vas avoir des transports en commun à payer, c'est soit l'un ou l'autre. Tu vas avoir des transports en commun à payer qui vont te revenir à moitié prix, parce que ton employeur paye la moitié, mais même peu importe, si tu es à la campagne, c'est pareil, tu as aussi des frais d'essence, etc. Je veux dire, souvent on dit, non mais la vie est plus chère à Paris, c'est pas vrai, tu vois. Les prix sont les mêmes à Paris, je veux dire, plus ou moins les mêmes à Paris, que tu vas pas payer tes yaourts 4 fois plus cher à Paris. Les prix sont plus chers en Corse, les prix sont plus chers à Tahiti, les prix sont plus chers sur l'île de la Réunion. Mais souvent, mais là, ce reportage, je dis, mais les mecs, sans déconner. Et ils disaient qu'ils allaient faire leurs courses à Lidl, ils disaient qu'il leur restait à la fin du mois 200 €. Et en plus, ils avaient détaillé leur budget et ils disaient
qui dépensaient 750 € par mois d'alimentation. Tu vois? Donc, peut-être ils ont un loyer à 1000 €, tu vois? Ou à 1500 €. Mais même, si tu as un loyer à 1500 €, sur 4000, ça te fait 4000 moins 1500, ça te fait 2000... Attends. Ça te fait 2500. Il te reste 2500 € quand même. Hein. 2500 € pour payer tout le reste de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tout le reste de ta vie, il te reste 2500 €. Donc si tu vas à Lidl pour faire tes courses, ils en avaient pour 750 € de courses d'alimentation. Donc ce qui coûte le plus cher dans la vie, c'est le loyer et la bouffe. 2500 € moins 750, ça nous fait 1850. Il reste 1850 € de reste à vivre pour payer les assurances, l'électricité, Internet, les vêtements, le ci, le ça. 1850 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même, je me dis, mais sans déconner, comment c'est possible? Et moi, quand j'étais devant ça, je me disais, mais du coup, là, on est en train de dire aux Français que si t'es au SMIC, tu peux pas t'en sortir. Si t'es à 1500, tu peux pas t'en sortir. Même à 1800, tu peux pas t'en sortir. Et j'étais là, je dis, mais il faudrait combien? Il faudrait gagner combien? Combien il faudrait gagner par mois pour pouvoir vivre sainement? Moi, j'ai toujours été au SMIC. Je m'en suis toujours bien sorti. À un moment donné, dans ma vie, j'ai gagné 1500 € net par mois pendant 2 ans. Je peux vous dire, j'étais millionnaire. Hein. J'étais millionnaire. Hein. Je suis passé de 1150 à 1500. Donc voilà. On est d'accord, vous êtes d'accord avec moi, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et encore Curly, je sais pas, parce qu'ils disaient qu'ils allaient à Lidl, qu'ils faisaient les comptes, les trucs et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et après, ils sont passés sur France 2. Et c'est pas possible, tu vois. Voilà. Il y a Célia qui dit à l'étude, Célia, elle travaille dans une étude notariée, désolé, je sais pas si vous savez. À l'étude, je vois beaucoup de personnes qui galèrent à cause du logement. À un moment donné, il vaut mieux déménager et avoir un meilleur train de vie. Ouais, je suis d'accord aussi, Célia. C'est vrai que si ton logement ne te convient pas, ouais, tu peux changer, effectivement. Hein. Lolita qui dit, c'est peut-être des gens qui ont des gros crédits, Julien. Oui, je suis d'accord avec toi aussi. Ils ont peut-être des gros crédits, mais encore une fois, les seuls crédits qui peuvent être justifiés, selon moi, c'est les crédits immobiliers. La voiture, tu ne l'achètes pas à crédit. Tous les spécialistes de la finance, épargne, banque, etc., vous le disent. Crédit voiture, faut faire très attention à ça. Même si encore, ça peut être acceptable parce que pas tout le monde ne peut s'acheter une petite voiture. Mais après, tous les autres crédits, c'est niette. Hein. Les crédits Darty, Sofinco, Cofidis... même à Auchan, tu peux faire des crédits pour acheter ton frigo ou ton meuble et tout ça, c'est zéro. Hein. Voilà. Pareil, les crédits pour les téléphones portables, Curly, iPhone pour toute la famille, c'est ça. Tous ces trucs-là, tu abandonnes. Et du coup, au lieu d'aller faire tes courses à Lidl, même si Lidl, attention, c'est des bons produits. Hein, parce que là, dans le reportage, ils floutaient Lidl, tu sais, mais tout le monde connaît Lidl, jaune et bleu. Ils floutaient Lidl et puis il y avait la voix off en mode, voilà... 3800 €, ils ont fait le choix de faire leurs courses dans un supermarché de hard discount. Alors déjà, Lidl, c'est pas du hard discount. La viande et le poisson, c'est super cher à Lidl. Allez plutôt à Leclerc si vous voulez faire des économies. Et ensuite, ils floutent Lidl pour faire en mode Lidl, c'est pour les pauvres. Regardez, les Parisiens vont à Lidl alors qu'ils ont de l'argent. Le reportage, il était, mais... il m'a mis hors de moi. Ça... Et donc, ils vont à Lidl, et si ça se trouve, ils vont acheter peut-être du Sergent Major, du Ralph Lauren, des iPhones, etc. Tu vois? Aksubu qui dit, nous, on est à 1200 € et 1500 € et on vit très bien. On n'aimerait pas du tout être au-dessus. On a des amis qui gagnent 4700 € à deux, et c'est la galère tous les mois. Mais ça, c'est pas une question de revenus, c'est une question de niveau de vie, voilà, et de vivre avec tes moyens, voilà. Comme le dit Curly, c'est est-ce que je vis au-dessus de mes moyens ou pas, voilà. Aurélie nous dit, j'ai un salaire d'un peu plus de 4000 € à temps plein et clairement on est large, même avec un loyer de 1100 €. Ben voilà, non mais c'est clair, Aurélie, on est d'accord, tout est question de gestion financière, mais oui, voilà, non mais c'est ça, c'est à un moment donné... Et donc, tu ne peux pas passer sur France 2 en disant on gagne 4000 € à deux et on s'en sort pas. Ce n'est pas possible pour moi. Et le titre, c'était le niveau de vie des Français baisse de plus en plus. C'était un truc comme ça, quoi. Donc, voilà. C'était un petit coup de gueule. Petite pub. Tout de suite, là, les amis, petite pub, là, ça va arriver. Si vous en avez une, regardez-la. Si vous n'en avez pas,
patienter un petit peu pendant 1 minute, je reviens, je vais me remplir mon verre d'eau, et ensuite on va continuer à parler. Restez avec moi, ne partez pas, même si je vous ai donné le compte. On va parler de plein de choses encore, ok? Du SMIC, d'assurance vie, tout ça, et plein d'autres trucs. À tout de suite. Hello, de retour. De retour. Qu'est-ce que vous avez dit après dans le chat là? Quels que soient nos revenus, alors Marie nous dit, quels que soient nos revenus, on dépense toujours environ 2500 € par mois à 4. S'il nous en reste, on épargne. Mais certains ne supportent pas ça et se sentent obligés de dépenser tout ce qu'ils ont sur leur compte chaque mois. Je suis entièrement d'accord avec toi, Marie. Ça, c'est gros souci qu'on a sur Terre. Voilà, avec ce type de profil-là. C'est des gens qui, malheureusement, cigale et la fourmi. Voilà, tant qu'ils ont, ils dépensent. S'ils voient le 25 du mois, s'ils voient qu'il leur reste 250 € sur le compte, ils vont les dépenser. Ils vont les dépenser parce qu'ils savent que le 4, ils ont leur salaire qui tombe. Au lieu de se dire, je le laisse sur le compte, je n'y touche pas, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'aller me payer tel ou tel loisir ou tel plaisir. Et ensuite, quand mon salaire va tomber, les 200 € qui restaient le mois dernier, je les bascule sur mon LEP, sur mon livret d'épargne populaire, voilà. Ou autre quoi, tu vois. En même temps, avec le marketing de masse, les gens ne sont pas aidés aussi. Oui, le marketing, mais est-ce qu'à un moment donné, la faute, c'est pas aussi la faute... C'est à chacun d'avoir une certaine discipline. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre dans les lives argent depuis 2 ans maintenant. C'est au début, je suis totalement d'accord, au début on est perdu, on ne sait pas comment gérer son argent. On se laisse influencer beaucoup par le marketing, tu vois. Mais c'est un travail, un processus à faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et petit à petit, il faut réussir à se détacher de tout ça. Voilà. Essayer de moins aller sur ce type de dépenses superflues qui te font être des fois dans la merde, quoi, tout simplement, après. Tac. J'ai l'impression que l'éducation joue pas mal aussi dans notre rapport à l'argent. Oui, totalement. Alors, je suis d'accord avec toi. L'éducation a beaucoup... C'est soit tu fais tout l'inverse de tes parents, soit tu fais comme tes parents. Voilà, c'est ça. Ce qui est plus compliqué, c'est pour les indépendants ou les intermittents, etc., qui n'ont pas de salaire fixe. J'avoue que pour l'instant, j'ai du mal à me projeter sur l'avenir. Je suis d'accord avec toi, Marie. Quand tu es indépendant, intermittent, comme tu dis, tous les... Même, on peut même rajouter les assistantes maternelles, tous les gens en fait qui n'ont pas de salaire fixe, qui peuvent avoir des revenus qui passent du simple au double. Voilà, tous les métiers d'internet où tu es freelance. Un mois, tu peux gagner 1 000 €, le mois d'après, tu peux gagner 3 000 €, le mois suivant, tu peux en gagner 750. Et c'est très difficile à gérer. C'est pour ça qu'il faut avoir, quand tu as ce type de vie-là, il faut avoir une gestion à l'année. Tu es obligé d'avoir une gestion à l'année. Donc, au début, tu ne peux pas savoir, évidemment. Il faut être très prudent. Tout le chiffre que tu fais, Marie, moi, c'est mon conseil pour tous les indépendants. Tout le chiffre que vous faites, vous faites très attention à la façon dont vous allez l'utiliser, quoi. Très, très attention. Si au début, vous devez acheter du papier, du stylo, du scotch, des tampons, des cartes de visite et tout ça, prenez les trucs les moins chers du monde, tout en essayant d'avoir des trucs quand même un peu beaux, un peu stylés, tu vois, pour que tes clients, ils te disent pas, putain, elle est à la ramasse, celle-là, tu vois. Mais faut être très prudent avec tout le chiffre, voilà. Faut bien gérer la trésorerie et laisser passer une année pour voir, plus ou moins combien tu gagnes. C'est pas un revenu mensuel. Et après, du coup, l'année suivante, tu pourras te dire, je pourrais me dire que, allez, en moyenne, je vais être à 1500 par mois. Voilà. Mais il faut attendre effectivement un petit peu, quoi. Et c'est pas facile du tout. Avec plaisir, Jus. Merci pour mon éducation économique, elle dit Jus. Avec plaisir. Angel était infirmière, elle a démissionné. On se retrouve avec un salaire et c'est pas évident de trouver un nouvel équilibre financier, mais on y arrive petit à petit. Bravo à vous, Angel, et bravo à toi, j'allais te dire, d'avoir démissionné, parce que des fois, il y a des gens qui restent dans un métier et ils s'enterrent dedans, ils s'enterrent complètement dans ce métier-là. Ils sont dépassés, burn-out, dépression, etc. Et ils n'osent pas quitter.
Hein, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas quitter un métier, un conjoint, une conjointe, une maison, une ville, etc. Le changement fait peur, donc déjà bravo à toi d'avoir fait ça. Et bravo à vous de réussir à trouver ce nouvel équilibre financier parce que du coup vous avez un seul salaire. Passer de 2 à un salaire, ça c'est très difficile. Ça, c'est très difficile. Donc bravo à vous. Si vous arrivez petit à petit à faire votre vie, c'est très bien. C'est très très bien. Et je te souhaite de retrouver un métier, surtout Angel aussi. Hein. Voilà. Et à tous ceux qui sont un peu dans le bad comme ça, dans leur métier, essayez toujours de réfléchir à la solution la plus avantageuse pour vous hein, avant de démissionner. Donc bon, les infirmières, c'est pas la même chose. Ah, quand tu es infirmière libérale, etc., bon, c'est difficile et tout. Mais avant de démissionner, il y a plein de choses possibles en France. Hein. Il y a la rupture conventionnelle. Il y a aussi des choses un peu moins morales, mais tu peux te mettre en arrêt maladie. Donc tu vas coûter de l'argent à nous, à tout le monde, à tous les Français. Tu vas coûter de l'argent à la sécurité sociale, à la France. Mais voilà, si ton employeur refuse de faire de rupture conventionnelle, tu peux l'embêter un peu. Voilà, ça marche assez bien avec les arrêts maladie que tu vas enchaîner, que tu vas cumuler, etc. Quand tu fais un burn-out ou une dépression, tu peux aussi aller voir ton médecin traitant et lui parler de ça. Il peut te mettre en arrêt maladie longue durée, ça existe parce que la dépression est une maladie. Et après, bien évidemment, il y a les fameux licenciements que certains salariés malins, mais malins ou ouais, c'est pas très moral, vont faire une faute. Voilà, vont faire une faute. Ils vont être absents ou ils vont venir en retard tout le temps, ou ils vont insulter, pourquoi pas, leur directeur, ou faire des choses beaucoup plus graves pour être licenciés. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien de faire ça? Je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non. Je trouve juste dommage qu'en France, quand on démissionne, on n'ait pas droit au chômage, même si je crois que ça va changer, ou que ça a peut-être déjà changé, parce que les règles d'obtention du chômage ont changé, là, depuis peu, là, maintenant. Mais je sais qu'il y avait un candidat à un moment donné qui avait dit, à un moment donné, des fois, il y a des gens qui démissionnent pour des raisons valables. Ils ont cotisé au chômage, parce qu'on cotise tous au chômage, hein, sur notre fiche de paye, là, vous avez une ligne, hein, voilà, CGS, retraite, chômage, vous avez plein de lignes comme ça. On a cotisé pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans au chômage, on démissionne, on n'a le droit à rien. Bon, je ne sais pas si c'est qui avait parlé de ça. Est-ce que c'est Macron ou je sais pas. Est-ce que maintenant on peut démissionner, avoir droit du chômage? Je sais plus. Je me suis pas trop renseigné parce que pour tout vous dire, je suis pas concerné. Donc voilà. C'est Macron qui aurait fait ça, d'accord, ok. Bah écoute, tu peux sous certaines conditions, même les indépendants peuvent avoir droit au chômage maintenant. Si tu démissionnes, tu as 2 mois de carence. Après, tu as le droit au chômage. Bah c'est pas mal quand même. Ah c'est bien quand même, hein. Ok, d'accord. Donc du coup, quand tu es libéral, le problème du burn-out, c'est qu'il n'y a la plupart du temps pas de prise en charge. Je suis d'accord avec toi, Après, quand tu es en libéral, tu peux te mettre en arrêt maladie, hein. Ça existe, hein. Donc, tu peux te mettre en arrêt maladie, mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand tu es en libéral ou en indépendant, c'est toujours plus difficile. De toute façon, je l'ai déjà dit, je vous le redirai toujours, le meilleur statut du monde, en France, c'est d'être salarié en CDI. Public ou privé, peu importe. Privé ou public, peu importe. Dès lors que tu es en CDI, franchement, alors là, voilà. Donc vous m'apprenez quelque chose, donc maintenant on peut démissionner, lorsqu'on démissionne on a le droit au chômage, il y a un délai de carence de 2 mois, ok. Bah écoute, je sais pas si tu étais au courant Angel, hein, mais voilà, tu peux avoir droit au chômage, il faut que tu ailles faire tes démarches auprès de Pôle emploi. Hein. Faut toujours de toute façon aller voir Pôle emploi quand on change de statut, voilà, quand on change de métier, etc. Tac. Il y a Aurélie qui dit, pour revenir sur le niveau de vie, j'ai pas mal de connaissances qui me disent que l'on vit bien en dessous de nos moyens car on n'a pas de téléphone que l'on change tous les ans, on n'a pas de voiture neuve ou d'habits de marque, etc. Mais on n'en a juste pas besoin en fait. Je suis d'accord avec toi Aurélie, voilà, c'est ça. Après, l'éducation fait beaucoup et le paraître aussi, hein, le fait de vouloir dire « Hey, Coco, regarde, t'as vu comment je suis bien, quoi. » Voilà, ça c'est... Voilà. Bon, en tout cas, c'est cool, je viens d'apprendre un truc sur le chômage. Hein. Voilà. Donc, n'hésite pas, Angel, à te rapprocher, je te le répète. J'ai demandé une rupture conventionnelle, j'attends la réponse. Eh ben, écoute, je te souhaite le meilleur. Yaku Aya. Yaku Aya, vous vous rappelez d'elle? Elle a gagné au jeu de société. Ok, nouveau petit sujet. Et on va finir par ce sujet-là, parce que le reste, je ne pourrais pas le traiter. Alors, le livret A, on l'a fait, ça. Hein. Le LEP, on l'a fait, je supprime. Ok. Tac.
Alors, le SMIC, ça c'était il y a 15 jours à peu près. Le SMIC passe à 12 euros de l'heure en Allemagne. Faut-il augmenter le SMIC en France? Certains économistes, de toute façon en économie, il y a toujours les deux écoles, il y a toujours les oui et les non, hein. C'est de même pour le revenu, le fameux revenu universel. Je crois que c'était Benoît Hamon qui avait lancé cette idée, qui avait soumis l'idée de mettre en place un revenu universel pour tout le monde, de 800 euros par mois, je crois. Bon, ça n'est jamais passé, mais il y a des économistes aussi qui sont favorables au revenu universel, d'autres non. Il y en a qui disent qu'il faudrait augmenter le SMIC pour permettre aux gens d'avoir un pouvoir d'achat supérieur, des revenus disponibles plus élevés, du coup de consommer plus. Il y a d'autres économistes qui ne sont pas favorables à cette augmentation du SMIC exceptionnelle, entre guillemets, parce que le SMIC augmente chaque année, hein, je vous le répète. Hein, c'est une augmentation qui suit chaque année l'inflation. Hein, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation chaque année? Ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Ça, c'est vraiment des théories économiques qui sont un peu plus poussées. Je ne suis pas spécialiste en économie. Mais vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, les prix augmentent un petit peu. Et que donc, c'est pour ça que le SMIC suit un peu l'augmentation à chaque fois de l'inflation. Alors, pas tous les salaires augmentent, hein, d'ailleurs. Hein. Y a certains salaires que, voilà, si vous êtes à 1750 euros net, votre taux horaire, suivant les salaires, vous n'avez pas... Suivant votre niveau de salaire, votre salaire ne va pas augmenter forcément tous les ans, mais le SMIC et les salaires proches du SMIC augmentent, suivent l'inflation. Pour revenir sur le niveau de vie, il y a Cubi, première fois sur le chat, qui dit « Ici, on vit on vit à deux, avec un seul salaire de 1400 euros net, et on arrive à mettre de l'argent de côté à chaque fin de mois. Félicitations à vous. » Félicitations à vous. Lolita pose la question, c'est pour les indépendants le droit au chômage si démission? Non. Salarié, il ne me semble pas jusqu'à maintenant. Ben non, parce que les indépendants, ils ne démissionnent pas, Lolita. Les indépendants, ils mettent un terme à leur activité. Donc, ils vont cesser leur activité. Ils vont clôturer leur activité, ils vont liquider la boîte, etc. Tu vois. Donc, Marie, par exemple, qui est diététicienne, Diète Marie, si l'année prochaine, elle décide d'arrêter son activité, ben elle va liquider, elle va arrêter son activité, elle va se demander à être radiée de je sais plus quoi. Normalement, démission, c'est pour les salariés, je pense. Après, complétez la question de Lolita si vous avez des infos, parce que, encore une fois, je ne sais pas quelles sont les nouvelles règles en termes de chômage. Il y a Blisney qui dit non, même les salariés, tu as le droit au chômage maintenant. D'accord, ok. Lexi qui dit dans la fonction publique, notre salaire n'augmente pas. Ça dépend parce que vous avez des échelons dans la fonction publique, Lexi. Après, je sais pas si c'est dans tous les boulots de la fonction publique, hein, mais je sais qu'il y a des échelons dans... Bah déjà, chez les profs, il y a des échelons. Il y a des échelons aussi au centre des impôts. Je sais que tous les salariés des impôts sont des échelons, etc. Les échelons, c'est un peu comme l'ancienneté dans le privé, en fait. Hein. Voilà, hein, c'est un peu comme l'ancienneté. Tu as des grades, des échelons, c'est ça. Et ça suit, c'est un peu comme l'ancienneté. Mais ça n'augmente pas en fonction de l'inflation, je suis d'accord avec toi, Alexis. Et c'est pas forcément quelque chose de bien. Voilà. C'est vrai que souvent, on augmente le SMIC pour suivre l'inflation. On va augmenter aussi des fois les aides, le RSA, certaines aides sociales. Mais après, tous les autres salaires qui sont au-dessus, bah non. Et ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon. Alors, moi, ma question est la suivante. Par rapport à cette augmentation du SMIC, j'ai pu voir que donc certains en France, certains hommes politiques et certains Français, hein, criaient un petit peu au scandale et rigolaient parce que le SMIC, là, va augmenter de 9 centimes en 2022. Voilà. Si j'ai fait les bonnes recherches, peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc, le salaire brut va passer de 10,48, le SMIC brut va passer de 10,48 € à 10,57 €. OK. Donc, est-ce que, selon vous, cette augmentation de 9 centimes de l'heure
du SMIC brut hein, est quelque chose qui mérite de rigoler? Est-ce que pour vous, c'est des miettes? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'on ne devrait même pas faire? Soit on augmente de, je sais pas, de 1 euro. Je dis ça bien évidemment en rigolant, mais on va voir, j'attends vos réactions. Ou qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce que quand des hommes politiques ou des Français disent que voilà, c'est quoi cette augmentation, on nous jette des miettes, etc. Qu'est-ce qu'on a comme réflexion derrière? Voilà. Est-ce qu'on a une vraie réflexion derrière ou pas? Voilà, moi c'est la question que je vous pose. Il y a Rita qui dit c'est des miettes, ça sert à quoi vraiment? Ok. Moi je dis 1 vaut mieux que 0. Maza, Rizi, Naza. Ok. Tu vas comprendre évidemment que je suis d'accord avec toi. Individuellement, Alexis nous dit 9 centimes de l'heure, c'est pas énorme, mais à l'échelle de la population, c'est beaucoup. Il y a Kubi qui est d'accord avec Rita qui dit que c'est les miettes, ça sert à quoi vraiment? Ok, d'accord. Bon, vous avez compris qu'évidemment, moi, je suis pas du côté des gens qui considèrent que c'est des miettes. Parce que, comme l'a dit Lexi, il ne faut pas oublier qu'on est 70 millions. Alors, on n'est pas 70 millions de Français à être au SMIC, mais que partons du principe qu'on serait tous au SMIC. Hein, bien évidemment, si tu augmentes de 9 centimes de l'heure, hein, je vais vous dire juste 9 centimes de l'heure sur une journée de travail. 9 x 8, j'ai même pas besoin de le calculer. Normalement, je devrais savoir ce que c'est. Ça fait donc 72 centimes par jour en plus. Voilà, donc par semaine, ça fait 3,60 € et donc par mois ça fait 15 €. Voilà, donc ça te fait une augmentation de 15 € sur ton salaire. Donc ton salaire va passer de, je sais même plus à combien est le SMIC en ce moment. Dans mes souvenirs c'était 1150, je sais plus, bon bref, tu vas passer de 1150 € à 1165 €. Donc certains disent, voilà, ça sert à quoi de gagner 15 € de plus par mois? Eh bien 15 € de plus par mois, ça te fait 180 € de plus par an. Est-ce qu'avec 180 € de plus par an, tu peux faire quelque chose ou tu peux juste acheter des miettes de pain? C'est une vraie question que je vous pose. Et là, en fait, j'aimerais faire ouvrir un peu les yeux à certains, de se dire que, en fait, de toujours vouloir plus et de toujours dire « Ah là là, c'est pas assez ». C'est comme l'aide. Macron, là, va donner 100 € de plus, va verser 100 € de plus. Alors, je sais plus, ça s'appelle une prime inflation. Il y a certains Français qui vont recevoir 100 € par personne, pas par foyer. Je sais plus c'est quoi les conditions de ressources, etc. Mais c'est voilà, la fameuse prime Covid, etc. ou prime inflation, je sais plus. Et il y a aussi une autre aide de 100 € qui va être versée à certains Français aussi, de 100 €, prime énergie, voilà, qui va venir en plus des fameux chèques énergie. En plus de ça, là, il y a des virements qui vont partir de 100 € pour... Et là, pareil, de même, les gens disent « Mais 100 €, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 100 €? C'est pas ça qui va me payer mon électricité. » Mais en fait, on n'est pas là pour payer ton électricité, tu vois ce que je veux dire? On est là pour t'aider parce que l'électricité a augmenté, parce que, voilà, le Covid, il y a plein de choses. Les matières premières ont augmenté de partout. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essence, le carburant a augmenté. Bref, plein de choses ont augmenté. Même si le carburant a rebaissé depuis, puis re-augmenté. Bon, bref. On donne un petit peu. Alors, certains disent que 100 €, c'est pas assez pour la prime énergie. Il faudrait donner combien? 120, 150, 200, 500, 1000? Si on donne 1000 € à tous les Français qui peuvent... À un moment donné, tu vois. Donc là, je vous ai fait la démonstration. Cette augmentation du SMIC vous permettra... Alors, effectivement, c'est pas vraiment vrai parce que c'est du brut, c'est pas du net. Donc, on n'est pas à 180 € par an. Hein, on est à 180 € brut par an. Hein, voilà. Donc, les miettes, en fait, ce que j'essaie de vous dire, et je pense que ouais, vous êtes pas mal à être d'accord avec moi. Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah bah super. Ah, j'avais un appel important que j'ai loupé. Bon, bah tant pis. C'est que une miette plus une miette, ça fait quand même quelque chose de non négligeable, tu vois. Donc oui, ton salaire mensuel va augmenter de 10, c'est 15 € brut, donc 15 € brut, je sais pas, ça fait combien en net? Ça fait peut-être 10 € net, je sais pas, faudrait faire le calcul là. Mais c'est pas quelque chose de non plus de négligeable, tu vois.
Et moi, je trouve que c'est toujours un peu abusé à chaque fois qu'on dit ouais, j'aimerais qu'on me donne plus. Tu vois, c'est toujours vouloir toujours plus. Et c'est qui a dit un vaut mieux que zéro tout à l'heure? Ouais, c'est Maza. Maza Rizinaza. Un vaut mieux que zéro, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que pourquoi forcément demander toujours plus? Voilà. Lolita dit, ils avaient déjà augmenté le SMIC de quasiment 100 euros. Maintenant, c'est 1200 euros. Ah, c'est 1200 euros le SMIC maintenant? D'accord. Ok. D'accord. Pour le recevoir, il faut gagner moins de 2000 euros. Bah oui, Rita, mais en même temps, Rita, quand tu as un salaire net de 2000 euros net, est-ce que tu as forcément besoin d'avoir ces 100 euros de prime? Est-ce que tu as forcément besoin d'avoir ces 100 euros de prime quand tu as plus de 2000 euros net par mois? C'est une vraie question. 2000 euros net par mois, ça fait donc 24 000 euros par an pour une personne seule. Tu as donc 24 000 euros de revenus par an et tu ne peux pas accéder à cette prime de 100 euros à l'année, annuelle. Est-ce qu'honnêtement, tu en as besoin? C'est une question, hein? Tu vois, c'est une question. Je ne suis pas forcément sûr, moi. À un moment donné, on est obligé de mettre des plafonds, tu vois. Et c'est vrai que des fois, quand tu es juste au-dessus du plafond, ben, tu as les boules. Ouais, je suis d'accord. Mais on est obligé de mettre des plafonds. Et c'est vrai que... C'est vrai... Ah oui, tu répondais à ma question. Merci, Rita. Mais c'est vrai que quand là, ils ont annoncé l'augmentation du SMIC qui suit l'inflation, il y a trop de gens, j'ai entendu trop de gens dire c'est des miettes, même des hommes politiques. Et donc vous avez compris que moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, pas du tout d'accord avec ça. Il faudrait qu'on augmente de combien, tu vois? Si par exemple, tout d'un coup, tu dis, bon, on va passer le SMIC de 10,50 €, il est à 10,48 € brut. On va passer de 10,48 € brut à 15 € brut. Une augmentation de 50%, tu vois? Voilà. Ouais, c'est ça, c'est une augmentation de 50%. Tout le monde serait content, mais je peux vous dire que si du coup le SMIC, il passe à 15 € brut, tous les salaires qui sont au-dessus du SMIC, qui eux ne sont pas forcément augmentés parce que voilà, eh bien évidemment on va tous les augmenter. Et donc évidemment, comme l'a dit Curly tout à l'heure, à un moment donné, tous les prix vont augmenter aussi. Voilà, c'est bête, tu vois. C'est bête de toujours vouloir demander plus. Si on demande plus, pour pouvoir... Les gens, en fait, demandent plus pour pouvoir consommer plus. Et même les hommes politiques le disent. Hein. Les hommes politiques le disent, voilà, les Français ont besoin de consommer plus. Les Français ont envie de consommer plus. Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est nécessaire de consommer plus? Tu vois? Moi, à l'heure actuelle, là, j'ai pas besoin de consommer plus. Pendant le Covid, j'ai consommé moins. Parce que on était un peu obligé de consommer moins. Notamment en 2020, où vraiment, là, on a quasiment pas consommé du tout. Hein. L'essence, la voiture était au garage pendant un mois, enfin on n'a rien fait, tu vois. En mars 2020, on a tous mis des sous de côté, plus ou moins. On en avait déjà parlé. Et donc, moi je suis bien dans la petite vie de consommateur simple et tout. Et je vois pas pourquoi le français aurait besoin, et je vois pas pourquoi les hommes politiques disent que le français a besoin de consommer plus, tu vois. Moi, j'ai pas cette sensation-là. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous, là, des fois, vous vous dites, tiens, j'aimerais passer plus de temps dans les magasins, j'aimerais pouvoir aller plus souvent au restaurant, j'aimerais aller plus souvent... Enfin, tu vois? Moi, non. C'est l'État qui a besoin qu'on consomme plus. Ouais, c'est ça, Jules, en fait. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est sûr que si on consomme plus, c'est bien après pour les entreprises. Mais c'est je veux dire, un État, un gouvernement... Et les entreprises ont besoin qu'on consomme aussi. Je veux dire, si tout le monde était comme moi et à consommer quasiment rien, je veux dire, il n'y aurait plus de business, tu vois. Il n'y aurait plus de business, il n'y aurait plus suffisamment d'impôts, il n'y aurait plus suffisamment de charges, etc. Et du coup, voilà, la consommation, c'est très important. Mais la surconsommation n'est pas essentielle. Voilà, pour moi. Donc de dire aux Français, voilà, il faut consommer plus, il faut y aller, il faudrait augmenter le SMIC à la hauteur de l'Allemagne, voire plus, et pour qu'on puisse dépenser. Non, c'est bon, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord du tout. Donc, numéro privé qui m'appelle. Bon, d'accord, super. Bon, il faudra peut-être que je réponde à mon téléphone, moi. Lexi dit, moi, j'ai pas ce besoin. Il y a Blisney qui dit, je pense que lorsqu'il dit ça, c'est parce qu'il pense à la reprise économique. Oui, je suis d'accord avec toi.
Mais honnêtement, l'économie, elle est repartie depuis très longtemps. Hein. Il y a des secteurs qui sont encore en difficulté, notamment les boîtes de nuit. Mais sinon, l'économie est quand même bien repartie. Même l'économie des cafés, hôtels, restaurants, honnêtement, est quand même bien repartie aussi. Hein. Même s'ils ont beaucoup de contraintes, les restos, voilà, c'est quand même bien reparti. Même les cinémas, là, j'étais sur BFM Business la semaine dernière. Il y a une grande chaîne de cinéma qui disait que bah voilà, pour 2022-2023, ils ont prévu beaucoup d'investissements, notamment des rénovations de salles, etc. Donc, honnêtement, il y a très peu de secteurs qui sont en difficulté. L'aviation, un petit peu, et encore. Franchement, ils ont eu pas mal d'aides, donc ils s'en sortent très bien. Voilà. L'entreprise qui va avoir beaucoup de difficultés en 2022, c'est la SNCF, parce que la concurrence va arriver, et je pense que la SNCF va galérer un max. Et moi, je ne suis pas utilisateur de train, mais je peux vous dire que si j'étais utilisateur de train, eh ben, je me ferais un malin plaisir à prendre toutes les compagnies italiennes, allemandes et espagnoles qui vont débarquer en France, parce que la SNCF non, parce que moi, j'ai jamais utilisé de train, mais a pris les Français pour des idiots pendant beaucoup trop longtemps, notamment les syndicalistes de la SNCF. Et quand les trains étrangers vont arriver, parce que là, ça va se faire là, c'est imminent. Hein. L'ouverture à la concurrence est faite, les trains étrangers vont pouvoir rouler sur le réseau ferré français. Ça va être vraiment pas mal. Ça va être vraiment pas mal. J'attends de voir l'impact sur les prix. Même si je prends pas le train, je vais suivre ce feuilleton. Ça va me faire vraiment... J'allais dire plaisir, mais c'est pas gentil parce qu'on ne souhaite pas le malheur des gens. Mais voilà, la SNCF et notamment les syndicalistes, parce que c'est pas la SNCF qui abuse, hein, c'est un peu toutes les demandes abusives qui ont été faites toutes les années précédentes. Donc moi j'attends avec impatience ça. J'attends tellement avec impatience les trains étrangers qui arrivent. Par contre, j'espère que ça ne va pas augmenter les accidents de train, nous dit Blissney. Ouais, je pense pas, non, ça va être géré. Réseau ferré français, c'est eux qui gèrent les voies ferrées, etc. Donc, c'est eux qui gèrent l'entretien et ils vont juste autoriser d'autres trains à circuler sur les voies françaises. Donc, voilà, après, les accidents, je pense pas. Si peut-être que tu penses aux trains qui sont peut-être de moins bonne qualité, moins bien contrôlés, peut-être, je sais pas. Mais je pense pas, hein. Tu sais, les trains low cost, ça existe déjà avec Ouigo, donc non, je pense qu'il y aura plus de trains. On verra, après, il faut pas que ça fasse un flop comme les bus, parce que les bus, il y a eu l'ouverture à la concurrence des bus, bah maintenant vous voyez ce qui se passe, hein. Il n'y a qu'une compagnie, c'est Flixbus, tous les autres ils sont partis, hein. Les Megabus, les Euroline, tout ça, c'est à dégager. Il reste que Blablabus et Flixbus. Bon, finalement, des fois, trop de concurrence, ça marche pas. On verra pour les trains. Alors... Alors, il y a Lolita qui dit le problème, c'est pas les petits qui doivent consommer moins et se contenter de ce qu'ils ont, mais plutôt les écarts de salaire. C'est ceux qui touchent trop, entre guillemets, elle a mis, merci d'avoir mis les guillemets, et qui ont de l'argent qui dort, qui n'est pas juste selon moi. Il y a encore des gens dans la rue et ce n'est pas normal dans notre pays avec autant de richesse. Ah oui, alors ça, je suis d'accord avec toi, Après, l'argent qui dort, ça n'existe pas, Lolita. Sache-le. Hein. L'argent ne dort jamais. L'argent dort justement à cause de, le français, les petits salaires. C'est souvent les petits salaires, les salaires moyens qui ont de l'argent qui dorment. L'argent qui dort, c'est quoi ? C'est de l'argent qui va être resté sur les comptes courants, qui ne va pas être épargné, donc qui ne va pas être investi. Après, ceux qui touchent des très hauts salaires, eux, ils n'ont pas d'argent qui dorme. Ils l'investissent. Ils l'investissent dans des entreprises. Alors après, chacun va faire des investissements à hauteur de ses moyens et selon ses valeurs. Mais il y a plein de gros salaires qui investissent dans les énergies renouvelables, dans l'électrique, dans le social, etc. Il y a dans l'associatif, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font dont on n'entend pas parler. Après, oui. C'est le fameux débat des gros salaires, qui sera éternel. Moi, je préfère me dire, peu importe ce que les gens touchent, tant qu'ils
tant qu'ils ne laissent pas dormir leur argent et qu'ils l'utilisent convenablement. Voilà, après chacun convenablement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent entre guillemets, hein, mais il ne faut pas oublier que les gros salaires aussi, c'est grâce à eux qu'il y a autant d'associations qui peuvent tourner, hein. Voilà, hein, les stars, les acteurs, les chanteurs, les grands chefs d'entreprise, ils font beaucoup de mécénat aussi, hein. Ils font beaucoup de mécénat et ils permettent à des associations de faire plein de choses aussi. Mais je suis d'accord que oui, qu'il y a c'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de moyens donnés à la Croix-Rouge, au Secours populaire et tout ça, hein. Je suis d'accord avec toi aussi, hein. Alors, tac, je relis vite fait. Camille dit, c'est une discussion qu'on a eue avec mon mari, même si on avait le double de salaire, on aurait exactement la même vie. Car on aime les choses simples et on aime partir en vacances avec notre famille. Et on ne se conçoit pas de dépenser des mille et des cents dans des fringues et tout ça. Mais je suis d'accord. Nous, c'est pareil, Camille, on a la même vie. Moi, l'argent, il va Enfin, pour l'instant, il va pas vraiment dans les voyages, mais il retournera dans les voyages et dans les loisirs, parce que c'est ce qui est important pour nous. C'est les expériences de vie. Après, le matériel, non. Le matériel, non. Je suis pas d'accord. Il y a Aurélie qui dit c'est pour ça qu'ils ont mis des taux négatifs sur des comptes courants dès 8 000 € en Allemagne. Ça, c'est bien, Aurélie, c'est bien. Effectivement, les comptes courants où il y a trop d'argent, le fait de mettre des taux négatifs et de dire aux gens attention, si vous laissez votre argent dormir sur votre compte courant, ça va vous coûter de l'argent. Un taux négatif, c'est ça, hein. Et ben, ça oblige les gens à l'épargner et à faire quelque chose avec. Je vous rappelle que le livret A, par exemple, ou même le LEP, hein, le LEP, vous l'épargnez et ensuite les banques, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre votre argent, ils vont l'investir, hein. Ils vont l'investir, voilà. Donc c'est dans dans des investissements plus sociaux, voilà. Et ça, c'est le livret A qu'ils proposent, le LEP, etc. Les autres comptes, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment le livret jeune ou les livrets bébés, tout ça, je ne sais pas comment les banques investissent notre argent, mais je sais que sur le livret A et sur le LEP, c'est dans des projets sociaux, à dimension humaine, locale, etc. Et ensuite, si vous voulez investir votre argent dans d'autres choses, vous le faites vous-même en allant dans l'immobilier, dans la bourse et tout ça. Il y a Lolita qui dit c'est plutôt investi dans les paradis fiscaux que dans les associations, à mon avis. Non, Lolita, faut pas. Je suis pas de cette. Moi, je suis tout l'inverse, moi. Moi, je considère que c'est important qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils prennent des risques et parce qu'ils font vivre aussi les familles. Mais après, c'est un éternel débat. Je sais qu'il y a toujours des gens qui sont qui n'aiment pas les hauts salaires. Mais bon, voilà. Mais oui, après, les paradis fiscaux existent, hein, je dis pas que ça n'existe pas. C'est quoi les livrets bébés, Émilie? Dans certaines banques, tu as des livrets bébés. Et puis, c'est des plafonds très petits, hein, c'est des plafonds à 1000, 2000 €. Et c'est des taux d'intérêt qui sont généralement un peu plus intéressants. Ils sont à 1,25 ou entre 1 et 1,5, voilà. Mais c'est des tout petits plafonds, par contre, hein. Bon, si tu as 3 enfants, du coup, tu peux avoir 3 livrets bébés, etc. Mais voilà, après, ce livret bébé, c'est ce qui va précéder le livret jeune, etc., quoi, c'est ça. Mais ça dépend des banques, hein. Il y a Aksubu qui dit c'est pas aussi parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils ne le méritent pas. Ah, je suis d'accord avec toi, Aksubu. C'est ça. Généralement, il y a peu de hauts salaires qui ne sont pas mérités. Hormis quand même, en politique, là on peut dire qu'il y a quand même des abus, honnêtement. Notamment les emplois fictifs. Mais même dans le privé, les emplois fictifs, ça existe. Faut le savoir, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très malhonnêtes. Mais ça ne veut pas dire que les grands patrons qui gagnent beaucoup d'argent sont tous malhonnêtes. C'est ça que je veux dire. Je suis en pleine réflexion pour l'argent reçu par mes enfants. Comment l'épargner? Des avis? Marie, c'est simple, hein. Si tu veux de la liquidité, livret bébé, livret jeune, etc. Bon. Mais moi, je vous conseille toujours l'assurance vie. L'assurance vie, c'est bloqué, l'argent est dessus. Il fera des bébés pendant 20 ans et il fera beaucoup plus de bébés
que si tu le mets sur un livret A. Voilà, Marie, c'est mon avis. Et on reparlera assurance vie, bien évidemment, dans les prochains lives, parce que là, je vais vous quitter. Donc, il y a des questions que j'ai pas pu faire. Mais c'est pas grave, hein. Ce sera le thème des dans 15 jours. On parlera, je continuerai à prendre vos questions. Il y a notamment une question de Cécile sur l'assurance vie que j'ai pas traitée. Je voulais vous parler de l'euro, de l'augmentation des prix. Je voulais parler un petit peu de Bitcoin aussi. De publicité autour des crypto-monnaies, que ça se voit de plus en plus. Et je voulais vous parler des banques en ligne et notamment des banques étrangères. Notamment vous mettre en garde certaines banques qui ont volé carrément l'argent des clients. Voilà, une banque très connue, N26, une banque allemande, je crois, ou hollandaise. Bon. Donc là, ça pose réflexion, hein, et c'est pour ça que moi j'aime bien rester quand même en France. Banque traditionnelle ou banque en ligne, mais française. Mais on parlera de ça du coup dans 15 jours. Je vous ferai un peu le détail de toutes les banques. Ok, bon bah j'espère que vous avez passé un bon moment. Désolé, j'ai crié un peu trop fort dans le micro. Maë qui dit quel est ton live où tu parles où investir. Maë, bah tu vas sur la chaîne YouTube Juliana et Julien, tu vas dans la chaîne argent, la playlist argent, et là tu fouilles. Les titres sont très explicites et je vous conseille de tout regarder. Honnêtement, des fois c'est des choses qui vont revenir. Je vais répéter des fois les mêmes choses. Mais ce sujet-là, de l'épargne d'investissement, c'est bien de réentendre pour vraiment bien comprendre, quoi. Voilà. Et il y a Lolita qui dit, je n'ai jamais dit que je n'aimais pas les hauts salaires. Là, je parle des extrêmes, genre les millions par mois, exactement. Ah, bah ça, oui. Mais de toute façon, les millions par mois, ça, c'est pas que les grands patrons. Ah, c'est les footballeurs, les chanteurs, les acteurs. C'est vrai que c'est des salaires qui sont très importants, hein, ou les influenceurs, les stars de télé-réalité, tout ça. Mais bon, ça, c'est un autre monde. Moi, voilà, c'est des gens que je préfère me dire, ils sont dans un autre monde, ils n'ont pas d'impact sur ma vie. Bon, c'est un peu, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, des fois, que bon. Alors, a-t-on besoin d'autant? Il y a l'Aurélie qui dit, malheureusement, mais j'ai déjà vu plusieurs personnes payer pour ne rien faire, des managers, des ingénieurs, etc., des personnes qui arrivent à 50 ans à un bon poste et qui ne font pas grand-chose et qui sont inlicenciables. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est vrai Aurélie, j'avais oublié ce type de profil-là. Et effectivement, maintenant que tu le dis, moi-même, j'en ai côtoyé. Effectivement, passé un certain âge, des gens qui ont de la bouteille, entre guillemets, qui se laissent un peu dormir, qui se reposent sur leur laurier, qui n'en font pas grand-chose. Voilà. Notamment même des directeurs de restaurants, des directeurs etc. Je suis d'accord avec toi Aurélie. Il y en a certains des fois qui allez, on lève le pied et qui sont très difficilement licenciables. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, ça c'est un sujet, on pourra en parler des heures. Gros bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. Hein, les inspecteurs des travaux finis, elle nous dit Marie. Merci pour ce live. Merci à tous. Hein, j'espère que ça vous a plu. Franchement, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis prochain live demain soir pour la salsa. Et jeudi, vous serez avec Bibou. Et vendredi soir, on sera là. Gros bisous. Et à très, très bientôt. Voilà, c'est tout. C'était moi tout seul. Et je vous embrasse. Et puis ciao. Bisous, bisous.